Jersey Hendricks. Le Scorpion fait le show en vraie bête de scène. Est-ce que vous êtes prêts? Allez-y! Relève-toi! Relève-toi! Mais l'atmosphère du tournoi provoque un certain malaise. Ouais, bien bébé! Une culture de la violence qui est assumée. C'est bien mon fils! Début du week-end à l'école élémentaire de Tullahoma dans le Tennessee. Dans la cour, Jersey Hendricks, 9 ans. Un élève pas vraiment comme les autres. Un champion. Tout le monde le connaît ici. Il est connu pour faire du MMA. C'est ce que tu fais? Le MMA, Mixed Martial Arts, un mélange de lutte et de plusieurs arts martiaux. Jersey est déjà un expert. Si jamais quelqu'un veut se battre avec lui, il sait quoi faire. Je suis vraiment fière de lui. C'est un enfant génial et un fantastique combattant. Tu as déjà compté tes médailles? Tu en as combien? 36. 36 médailles? Jersey a déjà participé à des dizaines de combats dans tout le pays. Normal, il a commencé le MMA à l'âge de 5 ans. En fait, j'ai gagné 38 médailles. La première ceinture que j'ai gagnée, c'est celle-là. J'ai gratté un peu la peinture. Celle-là, je l'ai gagnée en 2013. C'était la division expert. Ça, ce sont les épées samouraïs que j'ai remportées dans des compétitions. Regardez, la lame est noire. Le MMA, c'est ça. Deux hommes enfermés dans une cage qui se tapent dessus. Presque tous les coups sont permis, notamment frapper son adversaire à terre. Drôle de modèle pour des enfants. D'ailleurs, c'est interdit en France, y compris pour les adultes. Mais aux États-Unis, même les enfants peuvent le pratiquer dans une version plus light. Mon coup favori, c'est l'étranglement arrière. Mais je fais plus souvent des clés de bras. Parce que l'étranglement, c'est pas évident à faire. De tous ces mecs, tu préfères qui? GSP. JSP, Georges Saint-Pierre, plusieurs fois champion du monde de MMA. Voici Luc, kinésithérapeute de son état, le père de Jersey, qui l'a initié au MMA à l'âge de 5 ans donc. Depuis, la famille parcourt le pays pour participer à des tournois. J'ai fait cette vidéo il y a 2 ans. Jersey faisait un combat dans une cage devant 2000 personnes. Quand il a combattu la première fois, on lui a acheté un t-shirt rouge et noir avec un petit scorpion sur la manche. Et Jersey est un petit gars, mais il frappe fort. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton surnom? Ça lui va bien. Il me va bien, parce que les petits sont les plus dangereux. Tu es dangereux? C'est justement pour ça que les parents de Jersey ont voulu qu'il fasse du MMA, pour qu'il devienne fort. Il ne voulait pas aller avec les autres enfants parce qu'il était nerveux, effrayé. On a dû le pousser un peu. Ça l'a transformé. C'était un petit garçon qui te faisait presque pitié. Et il est devenu un leader. Tout le monde l'admire maintenant. Vous savez, vous avez 2 options. Vous pouvez envoyer votre enfant dehors pour qu'il fasse l'expérience de la douleur, pour qu'il sache qu'il faut se battre dans la vie. Ou alors vous pouvez protéger votre enfant et le garder enfermé, loin du monde réel. 2 fois par semaine, Jersey va s'entraîner à quelques kilomètres de chez lui. Un entraînement important aujourd'hui. Demain, il va participer à un tournoi. Il y a quand même un petit problème. Leur prof, Albert, leur enseigne des coups qu'ils ne sont pas censés donner. Des gestes violents, interdits par les règles du MMA pour enfants. Au milieu du gymnase, l'élément essentiel du MMA, la cage. Si je veux le mettre par terre, je me laisse tomber, j'attrape ses jambes et je le renverse. Après, je m'assois sur lui, et si je veux le frapper, je le frappe. Si je veux l'attraper, je l'attrape. C'est parti. Stop!
Sur le côté, Luc, toujours très attentif. Est-ce que ça le dérange de voir son fils se battre dans une cage? Eh bien non. Il fait ça depuis 4 ans, je suis habitué. Je sais que la cage a une connotation négative, parce que c'est une cage. Les gens pensent que ce n'est pas la place des enfants. Mais en fait, c'est un environnement très contrôlé. Mais des enfants dans des cages, ça ne plaît pas à tout le monde aux États-Unis. Las Vegas dans le Nevada, aux côtés de la Tour Eiffel et du château de la Belle au Bois dormant, un bâtiment plus modeste, le siège de la commission athlétique de l'État. C'est elle qui a notamment le pouvoir d'autoriser ou d'interdire les combats de MMA dans le Nevada. Ce jour-là, John Frank, un ancien champion de la discipline, vient solliciter l'autorisation d'organiser ici des combats pour enfants. Le but, ce n'est pas de blesser ou de faire mal. Il n'y a aucune réglementation au niveau fédéral. Chaque État se débrouille dans son coin. La Californie, par exemple, a interdit les combats d'enfants l'année dernière. John Frank veut tenter de démontrer que ce n'est pas violent pour les petits. Évidemment, on ne les laisse pas combattre avec colère ou méchanceté. Et les jeunes ont des sortes de protections sur le corps? Je ne sais pas comment vous appelez ça. Non, ils portent juste un t-shirt moulant et un short. Ils ne sont pas complètement convaincus. Ils veulent se faire une idée plus précise. La décision est repoussée à plus tard. En attendant, c'est autorisé dans le Tennessee. Rien de tel qu'une petite prière avant de se taper dessus. C'est le jour du tournoi de MMA. Une vingtaine de combattants de 6 à 18 ans. Jersey est là, évidemment. Relève-toi. De quoi on a parlé hier? Il faut que je contrôle tout le temps. Si tu es au-dessus, qu'est-ce que tu fais? Toujours. Je domine. Oui, tu domines, mais c'est quoi le mot? Je suis un poids. Exactement, un poids. Le Scorpion fait le show en vraie bête de scène. Est-ce que vous êtes prêts? Allez-y! Les combats ne sont pas si violents, Relève-toi! Relève-toi! mais l'atmosphère du tournoi provoque un certain malaise. Reste calme, Jersey. Allez, la même chose. Tourne, tourne, Jersey, sois malin. Les spectateurs qui hurlent, la cage. Bien, j'aime ça, j'aime ça. Ouais, bien, bébé. Une culture de la violence qui est assumée. C'est bien, mon fils. Tu dois leur apprendre à se battre, mec. Les gens ont peur de nos jours, ils ne savent plus se battre. Ils pensent que c'est mal. Et là, faire ça dans un environnement contrôlé, c'est positif. D'ailleurs, le tournoi se termine par des combats plus durs, avec des grands et des petits. Reste en mouvement, Jersey. Jersey rentre de nouveau dans la cage. Après le MMA, un petit combat de kickboxing pour finir. Fillette de 9 ans a tué son instructeur avec un fusil automatique. C'était le 25 août dernier, en Arizona, dans un stand de tir appelé Bullets and Burgers, des balles et des burgers. Les parents de la jeune fille ont filmé la scène avec leur téléphone. La vidéo s'arrête juste avant que l'instructeur ne soit touché à la tête. Lewisville au Texas, dimanche dernier, une petite cité endormie du sud des États-Unis. Derrière ces murs, une surprise se prépare. Un petit garçon va vivre la plus folle journée de sa vie. Pour son anniversaire, ses parents ont réservé un stand de tir rien que pour lui et ses copains. Brandon fête ses 9 ans aujourd'hui et son cadeau, c'est de pouvoir tirer comme les grands. Posez l'arme sur votre épaule, fermez la culasse, détendez-vous, et voilà, vous êtes prêt à tirer. Les fusils posés sur ces tables ne sont pas des jouets. Ce sont de vraies armes, chargées avec de vraies balles, qui fonctionnent de la même façon que les modèles pour adultes. C'est comment? C'est super marrant. Est-ce que tu es doué? Ma sœur est meilleure que moi. Moi, je suis un tout petit peu bon. Brandon et sa sœur Erin ont commencé à tirer à l'âge de 6 ans, avant même de savoir bien lire ou écrire. Pour leur père, apprendre à manier une arme fait partie d'une bonne éducation. J'ai commencé à tirer encore plus jeune que lui, quand j'étais un petit garçon. C'est quelque chose qu'on fait en famille, en s'assurant que les enfants apprennent correctement et en toute sécurité. Regarde, papa, j'ai tiré en plein milieu dans la cible numéro 1. Bien joué, mon fils. En plein dans le mille.
L'ambiance est légère, mais les risques réels. Pendant 2 heures, ces apprentis tireurs vont manipuler des armes qui, à la moindre maladresse, peuvent les tuer eux ou leurs camarades. Un scénario catastrophe qui ne relève pas de la fiction. Une fillette de 9 ans a tué son instructeur avec un fusil automatique. C'était le 25 août dernier, en Arizona, dans un stand de tir appelé Bullets and Burgers, des balles et des burgers. Les parents de la jeune fille ont filmé la scène avec leur téléphone. La vidéo s'arrête juste avant que l'instructeur ne soit touché à la tête. Aux États-Unis, on estime que tous les 2 jours, sans le vouloir, des enfants tuent et sont tués dans des tirs d'armes à feu accidentels. Près de 200 morts par an. Une situation dramatique qui soulève une question en apparence toute simple. Comment ces flingues atterrissent-ils dans les mains de ces bambins? Retour à l'anniversaire de Brandon. Entre 2 cibles, le patron en profite pour leur montrer ce qu'il a en vitrine. Tu veux un fusil rose ou tu préfères un autre modèle? En noir? Les enfants américains ont le droit de posséder des armes. Du coup, les fabricants ont développé une très large gamme destinée aux marmots. Couleur flashy, poids plume et prix mini, comptez 100 € pour ce fusil. Une stratégie marketing efficace, les mômes sont devenus la cible numéro 1 du lobby pro-armes, la population à convertir dès le plus jeune âge. Les fabricants d'armes font en permanence la promotion des clubs de jeunes tireurs et des associations sportives de tir. Ils les soutiennent, ils leur offrent des fusils comme celui-là. Et ils financent les cours d'initiation au sport de tir. Ils savent que la jeunesse est leur avenir. Les industriels ont même poussé le vice jusqu'à concevoir des publicités ambiance pâte à tartiner. Hey, where's it going? Shoot my new cricket rifle. I wish I had one. My first rifle. A moment you'd never forget. Girls and even mom will love the way they can pick one to their own taste. Start your own tradition. Le matraquage fonctionne, démonstration avec une famille armée jusqu'aux dents. Nous restons au Texas, à 3 heures de route du stand de tir. Les Grisham, c'est le genre de voisins qu'on n'a pas trop envie de se mettre à dos. CJ est militaire, revolver vissé à la ceinture, le Texan sait recevoir. Si quelqu'un entre par effraction chez vous, vous devez avoir un accès rapide à un moyen de défense. Il ne faut pas que vous vous retrouviez d'un côté de la maison avec vos armes à l'autre bout. Donc on essaye de les garder cachées un peu partout, stratégiquement. Vous en possédez combien ici? Pas assez. On n'en a jamais assez. Je ne dis pas combien j'ai d'armes, simplement par mesure de sécurité. Mais je peux vous dire que j'en ai assez pour chaque main de chacun d'entre nous. Dans sa famille, on applique à la lettre le second amendement de la Constitution américaine qui garantit aux citoyens le droit de porter des armes, sans limite d'âge. Anna a 12 ans, elle aime bien les peluches et les animaux, mais cette année, pour son anniversaire, c'est une carabine qu'elle a reçue. Mon arme me maintient en sécurité et c'est la priorité numéro 1. Donc ce que je préfère dans ma chambre, c'est clair que c'est elle. Quand certains pique-niquent ou jouent aux boules, les Grisham, eux, se font une petite session sport de tir entre amis, juste devant la maison. Depuis toute petite, Anna fait la fierté de son père. Elle est vraiment douée pour le tir. C'est une tireuse née. On était très surpris la première fois. C'est sûrement la meilleure tireuse de toute la famille. Ok, c'est bon. Tu peux y aller. Tu peux prendre le fusil. Oh gosh. Tu vois, si tu devais tirer sur un intrus qui viendrait à la maison, tu aurais peut-être l'impression de l'avoir raté. Mais si tu le retournais pour voir son dos, il aurait sûrement l'air de ça. À tour de rôle, il s'essaie à une quinzaine d'armes à feu. Steven, 6 ans, nullement impressionné, trépigne d'impatience. Ok, viens mon bonhomme, on va tirer au fusil maintenant. Mets ta main là et appuie sur la gâchette.
Je veux recommencer. J'adore ça. C'est rigolo. Mais ça ne te fait pas peur? Non. Chez lui, comme chez 2 millions d'enfants américains, les armes ne sont pas gardées sous clé. Elles sont accessibles, parfois chargées, et c'est souvent pour cela que les accidents surviennent. Maintenant, rappelle-toi, si tu vois ça à la maison quand papa n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? J'attends. Tu n'y touches pas. Si tu vois une arme sans papa, tu préviens qui? Un adulte. Un adulte, c'est ça, tu n'y touches pas. Ces consignes de sécurité, Jim ne les a pas inventées. Il les emprunte à l'Aigle Eddy. Stop! Don't touch! Leave the area! Tell an adult! Do it with me now! Stop! Eddy est une mascotte créée par le lobby des armes pour faire de la prévention auprès des élèves de maternelle et de primaire. Le programme repose sur l'idée qu'en répétant aux enfants de ne pas toucher aux armes, ils vont éviter les accidents. Mais est-ce bien réaliste? Une chercheuse en psychologie infantile s'est penchée sur la question. Elle a réalisé des expériences en caméra cachée avec des enfants juste après qu'ils ont suivi le programme de prévention. Le principe, observer comment les élèves réagissent une fois tout seuls quand ils tombent par inadvertance sur une arme dissimulée dans la classe. Résultat, plus d'un enfant sur 2 ne résiste pas à la tentation de braver l'interdit. Quand un enfant trouve une arme, ce qu'il fait le plus naturellement, c'est de regarder à travers le canon. Et si vous prêtez attention, il a aussi son doigt sur la gâchette, ici. Donc, si cette arme avait été chargée, il se serait tiré une balle dans la tête. Le danger avec ces programmes, c'est qu'ils donnent aux parents un faux sentiment de sécurité. Ils se disent « Oh, je n'ai pas besoin de garder mon arme sous clé parce que mon enfant a suivi un cours de prévention. » C'est juste stupide, parce que face à une arme à feu, même informé des dangers qu'il court, un enfant verra toujours sa curiosité être plus forte que tout. Le problème avec les enfants, c'est qu'ils sont justement des enfants et qu'ils confondent facilement le jeu et la réalité. Parfait. Le plus simple pour éviter les accidents serait peut-être de tout simplement ne plus mettre des machines conçues pour tuer entre leurs petites mains. Voici le Queen Elizabeth Hospital à Birmingham. Depuis le 22 avril dernier, tous les Britanniques ont les yeux rivés dessus, la peur au ventre. Si le Royaume-Uni tremble, c'est parce que ce jour-là, un jeune homme de 19 ans vient d'annoncer sur Facebook qu'il allait mourir. Stephen Sutton a un cancer généralisé incurable. Même le Premier ministre David Cameron a oublié son emploi du temps chargé pour aller le saluer. Il sourit, mais Stephen Sutton nous dit que c'est son dernier adieu au monde. Pourquoi l'Angleterre est-elle si émue? Parce que Stephen Sutton n'est pas un malade comme les autres. La mort le tient en son pouvoir depuis 3 ans déjà. Mais lui refuse de se morfondre au fond de son lit d'hôpital. En janvier 2013, il crée un compte Facebook où il raconte étape par étape la progression du mal. Selon le vieil adage, quand la vie vous donne des citrons, faites-en de la citronnade. Mais qu'est-ce que vous faites quand la vie vous donne un cancer? Ce n'est pas une histoire triste, c'est l'histoire de Stephen. Mais surtout, il publie une liste de 46 vœux sur sa page Facebook en demandant aux internautes de l'aider à les réaliser. Son premier souhait avant de mourir? Récolter 12 000 € pour le Teenage Cancer Trust, une association de lutte contre le cancer des adolescents. En quelques semaines, l'argent est là. Vœu numéro 10, sauter en parachute. Réalisé. Vœu numéro 24, jouer du tambour devant une foule immense. À l'époque, une violente douleur le paralyse. Qu'à cela ne tienne. Je ne me suis pas appuyé sur ma jambe, ni hier, ni aujourd'hui. Et pour cela, on m'a donné de belles béquilles. Je me suis shooté aux antidouleurs et je pense que je pourrais tenir 5 minutes plutôt confortablement. Stephen se retrouve à Wembley en finale de la Ligue des Champions devant 90 000 spectateurs et 200 millions de fans assis devant leur télévision. Il a un cancer en phase terminale. Il a un vœu, les gars. J'espère que vous êtes d'accord pour nous aider à l'aider. C'est le vœu numéro 44. Slammer en canot pneumatique au-dessus de la foule pendant un concert. Réalisé. Vœu numéro 30. Faire un câlin à un animal plus grand que lui. Réalisé. Tout ça grâce à ceux qui ont répondu à ses souhaits.
Steven a raconté son histoire dans un petit film qu'il a posté sur Internet. Il se met en scène avec sa famille, donne des détails sur son cancer, tout en se montrant toujours joyeux. Une semaine après la première opération de ma tumeur, et un jour seulement après être sorti de l'hôpital, je suis allé à une soirée déguisée. Le chirurgien m'avait dit de rentrer chez moi, de me reposer et de ne surtout rien faire. Mais j'ai décidé d'aller à cette fête, déguisé en petite vieille dans un fauteuil roulant. Et comme j'avais perdu beaucoup de poids à cause de mon cancer, j'étais plutôt convaincant. Il y a une chose que Steven dit toujours, j'ai un cancer, mais le cancer ne me possède pas. Ça ne doit pas être qu'une histoire de souffrance. Nous n'avons pas pu rencontrer Steven. Il est aujourd'hui trop faible pour accorder des interviews. Nous sommes alors allés à Burntwood, dans les Midlands, sa ville natale. Ici, chacun des 26 000 habitants a répondu à son appel. Des rubans jaunes attachés un peu partout dans la ville sont là pour le dire. On est tellement fiers de lui, pour les épreuves qu'il a traversées et celles qu'il traverse encore. Dans cette boutique, une commerçante vend des t-shirts au bénéfice de l'association que soutient Steven. Au collège de la ville, là où il a étudié, on organise la chaîne de solidarité. Sur les murs, les exploits du jeune homme. Dans les classes, les élèves bénévoles comme Maisie, elle et Gemma, 13 ans. Elles fabriquent de petits bracelets vendus 50 centimes pièce. 150 € ont déjà été récoltés. C'est juste une personne que tout le monde regardera toujours avec admiration. Malgré son handicap, malgré son cancer, il prend la vie comme elle vient et il essaye de faire des choses pour les autres, pas pour lui. Plus au nord, à Sheffield, nous avons retrouvé Adam, l'ami d'enfance de Steven. Ils se connaissent depuis leurs 11 ans. Ce qui a frappé Adam, c'est la force mentale de son ami. Moi aussi, j'avais 15 ans à l'époque. Ce n'est pas quelque chose auquel on pense à cet âge-là. Ça a été un choc très violent. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je n'ai jamais rencontré personne qui ait une telle énergie positive. Steven est devenu l'enfant chéri de l'Angleterre, et même un peu plus. Une sorte de modèle, de conseiller en développement personnel. On l'invite à donner des conférences, il fait salle comble, comme ici dans ce centre aussi grand que le palais Omnisport de Paris-Bercy. Comme je l'ai dit, j'étais un adolescent plutôt normal. Je me sentais plutôt content dans ma vie. Et là, il y a 3 ans, malheureusement, on m'a diagnostiqué un cancer à l'âge de 15 ans. Vous ne pouvez pas me donner votre temps pour que je vive plus longtemps. Moi, en revanche, je peux vous transmettre un peu de ma motivation pour que vous réalisiez quelque chose, que vous aidiez les autres, profitez de la vie et continuez le travail de la Fondation. Cet entrepreneur était présent ce jour-là. Il est resté subjugué par le charisme du jeune homme. Ça a juste capté l'attention du public comme jamais. Les gens étaient au bord de leur siège, ils écoutaient ce message d'une incroyable puissance. On entendait une mouche voler. Il y avait un silence assourdissant. Tout le monde avait les yeux rivés sur lui. Pouce levé. J'ai fait comme si tout allait bien jusqu'à maintenant, mais malheureusement, la dernière marche est trop haute. Je vais essayer d'en profiter jusqu'au bout. Le cancer, ça craint, mais la vie est belle. Steven va perdre son combat contre la mort, mais il aura donné de l'espoir à des millions de personnes. Depuis juillet dernier, chaque semaine, cette série fait un carton sur la chaîne la plus regardée au Pakistan. Les droits ont été vendus à l'étranger dans 60 pays. Chez les enfants, le message est reçu 5 sur 5. Un orphelinat dans la banlieue d'Islamabad. Les enfants s'apprêtent à regarder le 2e épisode de leur dessin animé préféré. Batman, Spider-Man ou Superman peuvent se rhabiller. Au Pakistan, le nouveau super-héros est une femme et porte la burqa. Son nom,
Burqa Avenger. अमन और इंसाफ, इल्म और किताब की दोस्त हूँ, जुल्म और जहालत की आंधियों से टकराती हूँ, क्योंकि मैं हूँ बुर्का अवेंजर। Face à elle, des méchants bien connus au Pakistan, les talibans et tous les extrémistes religieux. औरतों का क्या काम पढ़ाई से? उन्हें घर में रहना चाहिए, साफ सफाई करें, बावर्ची खाने चलाएं। Sa mission, les empêcher de fermer l'école du village. चलो शाबाश, सब अपने घरों को जाओ, ये स्कूल अब नहीं खुलेगा। Pour les combattre, Jia, une jeune institutrice qui fait cours en jean et sans voile, se transforme en super-héros. Sa tenue de camouflage, une burqa modèle ninja. Ses armes, des livres et des stylos. चाहे लड़की हो या लड़का, तालीम हासिल करना आपका हक है। Depuis juillet dernier, chaque semaine, cette série fait un carton sur la chaîne la plus regardée au Pakistan. Les droits ont été vendus à l'étranger dans 60 pays. Chez les enfants, le message est reçu 5 sur 5. Quelle est la morale du dessin animé, les enfants? Le message, c'est que les garçons et les filles doivent pouvoir aller à l'école. L'éducation, c'est la priorité. C'est le meilleur moyen de progresser dans la vie. C'est dans un quartier bourgeois d'Islamabad que la résistance contre les talibans s'organise. La série est 100% made in Pakistan. De l'animation au doublage, tout est fabriqué dans ce studio. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant si personne n'arrête la machine? Le village va être détruit. Ambiance de start-up à l'occidental. Au total, une quarantaine de jeunes Pakistanais travaillent sur la série. Le père de Burqa Avenger, c'est lui. Haroun, une star de la musique pop pakistanaise, ancien chanteur d'un boys band. Très impliqué dans la protection de l'enfance, il a financé la totalité du projet. La BO du dessin animé, c'est lui aussi, en collaboration avec plusieurs artistes locaux. Aujourd'hui, Haroun contrôle tout, même les dessins. Ça va donner ça? C'est très bien, mais les personnages regardent du mauvais côté. L'idée de Burqa Avenger trotte dans la tête du chanteur depuis plusieurs années. En 2010, je lisais beaucoup d'articles sur des écoles qui fermaient. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'une institutrice qui défendait son école de filles. Et j'ai pensé que ce serait très intéressant si on lui faisait porter une burqa. Parce que c'est tellement ironique de prendre cette tenue et de l'utiliser contre les extrémistes. Impossible de ne pas penser à l'histoire de Malala. En octobre 2012, cette adolescente pakistanaise a reçu une balle en pleine tête parce qu'elle luttait contre les talibans qui voulaient fermer son école. Miraculée, elle est devenue le symbole du combat pour l'éducation des filles. En juillet dernier, elle a fêté ses 16 ans à la tribune de l'ONU. Dans son discours, Malala a pris des accents de Burqa Avenger. Prenons nos livres et nos stylos. Ce sont nos armes les plus puissantes. Un enfant, un professeur, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Au Pakistan, dans les zones contrôlées par les talibans, une centaine d'écoles ont été détruites. Lorsque Malala a échappé à la tentative d'assassinat, Burqa Avenger était déjà en préparation. On a été choqués quand l'histoire de Malala est arrivée. C'était tellement proche de ce qu'on avait créé. Burqa Avenger ressemble tellement à Malala. C'était très troublant, mais c'était une coïncidence. Burqa Avenger est un incroyable dessin animé sur un super-héros, mais Malala est un super-héros dans la vraie vie, qui inspire le monde entier. Dans la vraie vie au Pakistan, la moitié des filles ne vont pas à l'école. D'après les statistiques des ONG, seuls 12% des filles savent lire et écrire. Dans ce contexte, les écoles laïques se font rares. Celles-ci tentent de survivre dans un quartier très pauvre et très religieux de la banlieue d'Islamabad. Quel temps a-t-on utilisé dans cette phrase? Chaque jour, les profs doivent convaincre les parents de ne pas envoyer leurs enfants dans les madrassas, les écoles coraniques.
Il y a beaucoup de madrasas autour de l'école. Moi, ça m'inquiète. L'éducation islamique doit être donnée à la maison par les parents. Et à l'école, ça doit être juste une matière. Dans ces écoles coraniques, on leur lave le cerveau et on leur met des messages dangereux dans leur tête. Les mollahs, eux, ne sont pas éduqués. Dans cet établissement financé par une ONG, les filles portent tout de même le voile pour rassurer les familles. Mais souvent, cela ne suffit pas. C'est très difficile de convaincre les parents, surtout les frères et les pères, car ce sont eux qui sont contre l'éducation des filles. Ils ne laissent pas leurs filles aller à l'école après 12 ans. Ils disent qu'ils préfèrent les marier très tôt. Au Pakistan, depuis plusieurs années, les madrasas fleurissent un peu partout. Difficile de connaître leur nombre exact. Il y en aurait entre 10 000 et 30 000. Elles accueilleraient plus d'1 million d'étudiants. Nous sommes allés dans une de ces écoles religieuses réservées aux filles. Au programme, lecture du Coran et lecture du Coran. Avec quelle eau a-t-on le droit de faire ses ablutions avant la prière? Avec l'eau de la pluie, de la rivière, de la fontaine et des cascades. Les jeunes filles portent tout un voile blanc. Et pour ce religieux, le dress code, c'est burqa pour toutes les adultes. La burqa est un habit religieux pour les femmes. Nous, on pense que les filles ont le droit d'aller à l'école. Elles peuvent même devenir hôtesses de l'air ou pilotes de ligne, mais tout en respectant les règles de l'islam et donc en portant la burqa. Piloter un Airbus avec un voile intégral, pas de problème. En revanche, pas question de laisser Burqa Avenger combattre les talibans. On ne doit pas se moquer des symboles religieux. Ce sont des sujets sensibles. Je voudrais dire à la chaîne qu'il faut qu'elle arrête de diffuser ce dessin animé le plus rapidement possible. Retour au studio. La chaîne n'a pas cédé face aux intégristes. La série ira jusqu'au bout. Et pour l'instant, Haroun n'a pas de fatwa sur la tête. Si vous me demandez si je vais être une cible pour ces extrémistes, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont venir un jour me chercher au milieu de la nuit? Je ne sais pas. Je n'espère pas. Mais peut-être que Burqa Avenger viendra me sauver. Le nouveau projet d'Haroun est déjà presque fini. Il s'agit encore d'un film d'animation avec un fort message social. Cette fois-ci sur l'écologie, moins risqué. Yeah, good take.